D'abord, merci de m'avoir invité. Moi, je suis ravi d'avoir été chargé, enfin, j'étais ravi au début d'avoir été chargé de cette mission, de faire les conclusions générales de ce rapport. Je crois que j'ai accepté quand même un peu trop imprudemment cette mission. Finalement, c'est la première fois que je suis chargé de faire des conclusions générales à un séminaire, un colloque, et je me rends compte de la difficulté de l'exercice. Finalement, je trouve que c'est beaucoup plus confortable de présider pour la prochaine fois. Je m'étais dit, je vais venir, je vais apprendre plein de choses, parce que je me demande à quel titre, d'ailleurs, je me demande en vérité à quel titre je n'ai aucune légitimité pour faire des conclusions générales face à des interventions si savantes. Comme vous le savez, j'ai fait un peu de droit de l'environnement dans d'autres fonctions, mais j'en ai fait vraiment un peu au Conseil d'État. Et actuellement, je suis avocat. Et alors, comme avocat, je ne fais absolument pas du tout de droit de l'environnement maintenant. Ou très peu. Bon. Et donc, si j'en fais, c'est dans d'autres fonctions, parce que je continue, dans le cadre de la commission environnement du Club des juristes, à faire du droit de l'environnement, j'allais dire, pour le plaisir. Et dans ce cadre, alors c'est vrai que c'est ma petite source de légitimité, mais vraiment, je n'ai fait que présider cette commission en faisant surtout passer la parole. Et vous imaginez qu'avec des personnes comme François Guy, ce n'est pas toujours très simple de les arrêter, mais c'est déjà une mission importante. Donc. Et donc nous venons, il y a quelques mois, de publier un rapport sur le droit international de l'environnement. Je pense que beaucoup de personnes, enfin j'espère, pour le cas où certaines personnes n'en auraient pas entendu parler dans la salle. Donc vous pouvez trouver ce rapport, j'aurais dû en amener un exemplaire d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur le site du Club des juristes, puisque c'est la commission environnement du Club des juristes, cette activité que je préside. Et il est intégralement téléchargeable. Il y a des résumés d'une page, des résumés de 10 pages, enfin, selon votre temps. Ouais. Et donc c'est un rapport sur l'efficacité du droit international de l'environnement, dans lequel nous avons voulu prendre un petit peu de recul à l'approche de la COP21. On a tous appris beaucoup de choses parce que nous étions assez peu dans le groupe à connaître le droit international de l'environnement. Il y avait quand même Yann Kerbrat qui connaît bien le sujet, mais pour les autres, nous étions des juristes de droit privé, de droit public, mais avec d'ailleurs une petite position de candide, ce qui est un peu ma position aujourd'hui, face au droit international de l'environnement, avec des réflexes qui ne sont peut-être pas les bons pour des internationalistes, mais qui sont des réflexes de juristes. Et voilà, donc du coup, on s'est lancé dans l'idée de faire un petit diagnostic de l'état des lieux du droit international de l'environnement, d'essayer de faire un diagnostic sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, et puis de formuler quelques propositions. Et pour faire un résumé en 2 secondes, avant de passer quand même à la synthèse, mais pour faire un résumé, disons, le pitch en 2 secondes de ce rapport, il y a bien sûr beaucoup de choses qui sont très positives en droit international de l'environnement. Il y a énormément de conventions, presque trop d'ailleurs, des conventions très précises, très sectorielles, très techniques, en matière de déchets, de biodiversité, de climat, etc. Maintenant, il y a aussi eu beaucoup d'échecs. Et on voit que on est alors les échecs notamment. Alors ça, évidemment, quand je dis échec, j'y reviendrai d'ailleurs. Ça dépend du critère d'appréciation. Si c'est comme l'accord de Paris. Est-ce que c'est un échec ou une réussite? Tout dépend du critère d'appréciation. Mais bon, l'échec de Copenhague, certaines conventions qui ne sont pas allées très loin, ou bien qui ont été adoptées, mais en choisissant le plus petit dénominateur commun. Et au fond, on a un peu ce sentiment avec l'accord de Paris. On était un peu face à ce genre d'exercice, mais c'est inhérent au droit international, et peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, je ne sais pas. C'est que les négociateurs sont pris en tenaille entre 2 objectifs, soit avoir un accord le plus universel possible, soit avoir un accord ambitieux. Alors, pour qu'il soit le plus universel, il faut baisser un peu le niveau des ambitions, sinon certains grands États ne signent pas ou ne ratifient pas. Et puis, en revanche, si on veut un accord ambitieux, ben voilà, on a moins d'États signataires. Et voilà, d'où l'échec de Copenhague, on a peut-être été trop ambitieux, ou alors d'où voilà, l'accord un peu mitigé que font certains observateurs de l'accord de Paris, un accord universel, mais qui n'est peut-être pas assez ambitieux, et je vais y revenir, et on a appris beaucoup de choses autour de cette question de l'ambition de l'accord de Paris aujourd'hui. Alors, un autre fil conducteur de notre rapport,
et il y a beaucoup d'échos aujourd'hui dans les interventions, c'est la place de la société civile en droit international de l'environnement, tout particulièrement. Et de ce point de vue, le droit international de l'environnement est un peu peut-être à l'avant-garde des mouvements que connaît aujourd'hui le droit international général. C'est cette place manifeste de la société civile dans les négociations, dans l'initiative même de certains accords internationaux, dans le contrôle de l'exécution. Il y a toute une partie aussi sur le contrôle de l'exécution dans notre rapport des accords internationaux. Et on fait des propositions qui consistent à tirer les conséquences en droit de cette place de la société civile qui est de plus en plus importante, mais qui n'est pas encore reconnue par le droit international. Et il nous a semblé que le droit international était peut-être encore sur des concepts anciens, traditionnels, qui datent peut-être du XIXe siècle, le droit international vraiment des États. À l'époque, on signait des traités de paix, des traités de commerce, dans lesquels les acteurs non étatiques n'étaient pas des sujets du droit international, et qu'aujourd'hui, il était un tournant dans son existence, que le droit international était vraiment un tournant important, et c'est assez normal d'ailleurs dans ce monde de plus en plus globalisé, et qu'il fallait peut-être repenser, mais ça c'est une vision beaucoup plus prospective, le droit international en essayant d'y intégrer, d'y donner une certaine place aux individus et plus largement aux acteurs non étatiques, donc comme sujet de droit. J'en termine avec cette petite présentation, mais c'est parce que ça montre le lien avec beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui. Moi, j'ai essayé, donc, en prenant des notes et donc vous avez vu, sans avoir le temps de préparer, mais j'ai essayé peut-être de structurer ce que je dirais en conclusion en deux parties. J'ai le sentiment que certaines des interventions évoquaient deux sujets qui sont de regret. De regret parce que ce sont des thèmes qui ne sont pas vraiment complètement traités ou pas de manière satisfaisante dans l'accord de Paris. Je parle de la justice climatique, d'une part, et puis du sujet des droits de l'homme, d'autre part. Je vais en dire quelques mots. Bon. Premier point, sur les deux regrets, disons, qu'on a évoqués aujourd'hui. Et puis, d'autres interventions ont vraiment été ciblées sur les lectures possibles de l'accord de Paris, le bilan de l'accord de Paris, ce qu'on pouvait en tirer, sur le rôle de la société civile, notamment, qu'on a évoqué, et puis sur les promesses, peut-être, qui peuvent se dégager en étant un petit peu plus optimiste. Et finalement, je suis partagé d'ailleurs entre l'optimisme et le pessimisme, mais je crois que je terminerai, je ne suis pas encore complètement décidé, mais je pense que je terminerai par une touche un peu plus optimiste. Alors, les deux regrets, c'était d'abord, premier regret, la justice climatique. Alors c'est vrai que, là je vais reprendre mes notes quand même, en essayant de ne pas trop me mélanger les notes et les dossiers et les pinceaux. Donc, on a d'abord Catherine Larrey, qui a évoqué le thème de la justice climatique et qui a parlé, c'était très savant, j'ai appris beaucoup de choses, de la distinction qu'il fallait faire entre l'équité, la notion d'équité et la notion de justice climatique, l'équité qui renvoyait à la notion de justice distributive, alors que la justice climatique renvoie à la notion de justice plutôt réparatrice. Et puis on a appris beaucoup en écoutant Agnès Michelot sur la richesse de cette notion, de la notion de justice climatique. Agnès nous a parlé du parcours de cette idée, en montrant qu'elle venait de la société civile, en montrant, je vais prendre toutes mes notes, mais en même temps, de toute façon, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais pour ne pas oublier les grandes idées, en montrant aussi la difficulté de la traduction juridique de la notion de justice climatique. C'est un concept intéressant, mais si on essaye de l'appliquer juridiquement, on se trouve face à des difficultés, notamment de détermination des sujets de la justice climatique. Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les individus? Est-ce que ça doit être l'humanité? Et on nous a même dit que certains États comme la Bolivie, et là on entend terre nourricière derrière, se demandent si ça ne doit pas être la nature, un des sujets de la justice climatique. Donc on a vu toute la richesse de ce sujet. Alors simplement, le problème, c'est que tout le monde a été très déçu de voir que finalement, l'accord de Paris ne parle pas, contrairement aux espoirs, de justice climatique.
Alors il en parle un peu, mais justement c'est embêtant parce qu'il en parle dans le préambule et il relègue ça dans la rubrique des questions un peu culturelles avec la terre nourricière et la justice climatique. Et il y a presque un a contrario, donc, puisqu'on nous dit que certains États sont intéressés par la justice climatique, ça a l'air de dire qu'à contrario, l'ensemble des États, eux, ne se sentent pas concernés par ce thème-là, ça ne concerne pas les États. Donc, premier regret, la justice climatique. Deuxième regret, les droits de l'homme. Alors c'est Christelle Cournil qui nous a parlé savamment du sujet de la synergie entre les droits de l'homme et le changement climatique. Alors là aussi c'était une intervention effectivement très, très intéressante sur pareil, l'histoire de cette synergie, le parcours, le travail doctrinal qui avait été fait autour de ces deux sujets en les mettant en les rapprochant, en les mettant en parallèle avec le groupe de travail Human Rights and Climate Change Working Group, qui a conduit un travail doctrinal intéressant sur le thème, avec le rapporteur spécial des Nations Unies, John Knox, et on voit qu'il est effectivement assez fécond de jeter un pont entre la notion de changement climatique avec des personnes vulnérables et puis le droit de l'homme. Et j'ai trouvé très intéressant cette idée qu'on pouvait à la fois climatiser les droits de l'homme, ou c'était la climatisation des droits de l'homme, si j'ai bien compris, et l'humanisation du climat. Bref, un rapprochement très fécond avec l'idée qu'il y a un acteur clé pour tracer des ponts, c'est le juge national. L'idée qui m'intéresse beaucoup, l'idée que le juge national pourra développer les liens entre ces deux notions. Simplement, pas de chance, là encore, regret, dans l'accord de Paris, il n'y a pas grand-chose sur les droits de l'homme. Même chose, on a renvoyé ça dans le préambule, et finalement, tous les espoirs initiaux d'un article spécialement dédié au sujet ont été un petit peu déçus. Donc ce sont les deux grands regrets, la justice climatique et les droits de l'homme. Là, la question quand même que je me suis posée, pour être tout à fait honnête en vous écoutant, c'était de me dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout dépend du critère d'appréciation, de critère de jugement de l'accord climatique. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions en se disant est-ce que c'est un bon accord en regardant le sujet justice climatique, le sujet droits de l'homme? Bien sûr, ça aurait été très bien qu'en plus il y ait des choses là-dessus, mais c'est un accord sur le climat, donc qui est un objet sectoriel, et un principe un peu de spécialité des textes, ne peut pas tout traiter. Et donc pour ma part, je l'ai regretté aussi, comme vous, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit l'essentiel. Il y a peut-être d'autres occasions, d'autres textes qui devront aller plus loin en matière de droits de l'homme. On a quelques idées d'ailleurs au sein de la commission environnement sur ce domaine-là, pour les droits à un environnement sain, pour être complété, pour le dire tout de suite d'ailleurs, parce qu'il faut faire un petit peu de pub pour cette idée. J'y reviendrai dans d'autres cadres d'ailleurs. Mais c'est l'idée du troisième pacte. Les deux pactes internationaux de 1966, dont on fête d'ailleurs cette année le cinquantenaire, le pacte international sur les droits civils et politiques et le pacte international sur les droits économiques et sociaux. Et si on regarde le corpus juridique en matière de droits de l'homme aujourd'hui, on s'aperçoit d'une lacune. Il n'y a pas de grand traité fondateur qui contient les grands principes en matière environnementale. Donc oui, c'est un regret, mais pour venir à notre sujet, vous savez, il y a cette phrase d'Einstein qui disait, il y a un génie en chacun de nous, mais si vous jugez un éléphant à sa capacité à grimper aux arbres, il va vivre toute sa vie en pensant qu'il est idiot. Et voilà, je ne voudrais pas qu'on reproche à l'accord de Paris le fait, parce que quelque part, c'était pas c'est apocryphe. C'est un peu arrangé, j'ai pas la mémoire exacte. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. L'idée est intéressante. Et alors en tout cas, Einstein ou quelqu'un d'autre disait il y a un génie en chacun de nous. Et moi je crois qu'il y a un génie dans l'accord de Paris. Voilà. Alors il y a un génie dans l'accord de Paris, c'est peut-être la deuxième partie, après les regrets. Et là, sur l'accord de Paris, donc je reviens vraiment à l'accord lui-même.
je crois qu'on a eu 3 interventions qui finalement nous ont montré le rôle, et je vais commencer par celle-là, le rôle de la société civile autour de l'accord de Paris, ou grâce à l'accord de Paris, ou dans le prolongement de l'accord de Paris. C'était d'une part le rôle des acteurs privés, c'est François-Guy Trébulle qui nous a expliqué avec des chiffres impressionnants, 24 000 milliards de dollars, j'ai du mal à m'imaginer ce que ça représente moi aussi, l'importance du rôle donc des acteurs privés, des entreprises, qui sont mentionnées à plusieurs reprises, effectivement, dans la déclaration, les textes qu'il nous a cités qui nous montrent que, finalement, les États doivent effectivement travailler main dans la main avec les entreprises ou les entités non étatiques ou non parties. Effectivement, on ne ferait rien sans ces entités. Et j'aime beaucoup aussi l'idée qu'il a soulignée, cette espèce d'idée que... surtout dans des pays dualistes, mais enfin ça revient un peu au même en droit international, mais que les engagements que prennent les États doivent à un moment donné, c'est un engagement un peu secondaire, se traduire par des engagements qui vont peser in fine sur des entreprises, c'est-à-dire que les États s'engagent à prendre des mesures internes dans leurs États pour finalement prendre des obligations qui in fine risquent quand même de peser sur les acteurs privés. Donc rôle de la société civile avec les acteurs privés, rôle de la communauté scientifique. J'ai trouvé très intéressante l'intervention de Jean Jouzel qui nous a montré à quel point le GIEC là, et toute la communauté scientifique étaient vraiment en phase avec les négociations internationales et pratiquement à l'initiative de la Convention cadre sur les changements climatiques. À l'origine, il a bien expliqué, c'était le premier rapport du GIEC qui finalement ont incité les politiques à signer une convention internationale. Et puis ainsi de suite, en nous expliquant le lien entre le 2e rapport du GIEC et le protocole de Kyoto, le 5e rapport du GIEC et l'accord de Paris. Et on voit que tout ça est vraiment en phase, et ça montre quelque chose qui c'est vraiment en résonance avec notre rapport. C'est le fait que la société civile, aujourd'hui, a un rôle très important, y compris dans l'initiative de certaines conventions internationales, et après dans la négociation de ces conventions internationales, et puis même donc dans l'exécution. Et puis alors, puisqu'on en est à l'exécution, c'est Marta Torreshoff qui ensuite a évoqué le rôle des juridictions sur comment faire rentrer le climat dans le prétoire, et moi j'y ai vu vraiment ici une résonance avec l'idée que l'accord de Paris, une fois qu'on l'a signé, quelque part, les acteurs de la société civile auront un rôle, une responsabilité importante, ça a été souligné aussi par d'autres intervenants, pour mettre en œuvre, enfin pour surveiller l'application éventuellement, saisir les juridictions de la mise en œuvre correcte de l'accord de Paris. On peut penser que dans le futur, il faut y espérer en tout cas, on pourra se fonder sur l'accord de Paris pour, dans l'esprit de l'affaire Urgenda ou de l'affaire Our Children Trust aux États-Unis, les obligations qui pèsent sur les États soient évoquées devant les juridictions et soient sanctionnées devant les juridictions. Donc, rôle de la société civile, et c'est quand même déjà une très bonne chose dans l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris permet, à plus ou moins long terme, de s'inscrire en tout cas dans la continuation de ce rôle de la société civile, et peut-être permet de le renforcer. Et puis, pour finir, on a 2 interventions qui étaient vraiment ciblées sur le sujet de l'accord de Paris lui-même, de son contenu, de ses promesses. C'était les 2 interventions qui étaient très complémentaires de Marianne Monnier-Dubost et de Laurence Boisson de Chazourne. Et finalement, après vous avoir écouté, j'ai l'impression qu'on est effectivement, et peut-être qu'il est trop tôt pour pouvoir y répondre, on est face à 2 lectures possibles de l'accord de Paris. D'ailleurs, on a un peu le sentiment, je rebondis sur ce que disait François-Guy tout à l'heure, on est face à un objet étrange, une sorte d'ovni, d'objet juridique non identifié. On a tous un peu l'impression d'être un attroupement de juristes curieux. Il y a un ovni qui vient de tomber là, et on le regarde et on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette bête ? Est-ce que ça vole ? Comment ça marche ? Comment on doit le qualifier ? Et on est un peu gêné, et du coup on a 2 lectures possibles. Il y a une vision pessimiste, il y a une vision optimiste. Je suis très synthétique et schématique et caricatural sûrement, mais la vision
un peu pessimiste, un peu négative, ça serait celle qui consisterait à dire qu'il n'est pas effectivement contraignant. En tout cas, alors après, on pourrait discuter de qu'est-ce que c'est qu'un accord contraignant. Mais disons que par son contenu, au moins, il n'est pas très contraignant. Par les mécanismes de contrôle aussi, il n'est pas très contraignant. Là, j'ai quand même l'ancien juge et l'avocat au fond de moi qui réagit en me disant, j'aurais envie de me dire, mais j'espère me tromper. Mais j'aurais envie de vous dire, prenons rendez-vous dans quelques années, ça finit toujours devant le juge. Les contrats, ça finit toujours devant le juge. Et alors là, ça serait la vision pessimiste, en rebondissant sur ce que vous disiez tout à l'heure, avec une petite inquiétude aussi. Ça repose sur la confiance mutuelle. Il y a un moment donné où le Canada s'aperçoit qu'il ne peut pas respecter le protocole de Kyoto, il sort du protocole de Kyoto. Il suffit d'un changement de gouvernement si Donald Trump arrive aux États-Unis. Voilà. Donc, il y a une petite voix pessimiste qui me laisse penser qu'effectivement, le reflux de la contrainte qui a été évoqué par Marianne Molinier-Dubos, qui parlait effectivement et qui a décrit dans l'accord le fait que, par rapport notamment au protocole de Kyoto, on avait vraiment pris soin d'avoir des mécanismes de contrôle très légers, que l'accord ne se voulait, en citant des extraits de cet accord, qu'il ne se voulait ni intrusif ni punitif, c'était répété plusieurs fois, et c'était certainement effectivement le gage pour avoir la signature des États-Unis, parce qu'on voulait que ce soit un exécutif agrément, et Marianne Molinier-Dubos nous a expliqué tout ça très bien. Et donc on pourrait être un petit peu inquiet. Mais de l'autre côté, et je finirai par la touche optimiste, comme je l'avais dit, de l'autre côté, on peut avoir peut-être une lecture optimiste qui repose un petit peu sur l'idée d'un nouveau paradigme. Et c'est Catherine Larère qui nous avait dit ça dans son introduction, en disant finalement il y a deux interprétations possibles, ou bien c'est un mauvais accord, ou même il n'y a pas d'accord en réalité, ou bien c'est la deuxième lecture, c'est un nouveau paradigme. Il y a un nouvel accord, une nouvelle manière, une nouvelle méthode de voir le droit international. Et en fait, c'est pas impossible qu'on soit face à ce genre d'accord. C'est tout à fait en résonance d'ailleurs avec l'intervention de Laurence Boisson de Chazourne, qui soulignait la singularité de l'accord de Paris. C'est un des premiers accords qui se projette vers le futur, avec cette modélisation juridique du futur. Vous êtes même allé assez loin en disant que peut-être on voyait dans l'aspect multidimensionnel, le fait d'avoir l'ensemble finalement de la société civile, on pouvait voir apparaître une forme d'humanité qui était peut-être l'objet demain, dans 50 ou 100 ans, je ne sais pas, du droit international de demain. Et en tout cas, vous avez remarqué que les sources traditionnelles du droit international public méritaient peut-être d'être revues et qu'elles avaient montré leurs limites à la lumière de cet accord. Même lecture aussi chez Marianne Molinier-Dubos, qui a montré que peut-être on pouvait aussi voir une dynamique vertueuse pour le long terme, que c'était derrière cet accord, c'était des mécanismes un peu nouveaux, avec notamment le cliquet anti-retour, qui permet et qui est tout à fait nouveau, et qui est plein de potentiel pour le futur. C'est vrai que les négociateurs ont inventé quelque chose de nouveau, et qui finalement n'est peut-être pas... peut-être que nous, les juristes, on doit avoir cette espèce de modestie, de se dire, voilà, il y a des hommes politiques qui gèrent la société, qui ont trouvé un instrument qui colle à la réalité. Quelque part, pardonnez-moi, parce que je me dis que la comparaison n'est pas raison, mais j'ai pensé à un moment donné, l'idée m'a traversé l'esprit en Afrique du Sud, pour le lendemain de l'apartheid, le mécanisme des commissions vérité et réconciliation. Il y a un peu quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire ce souci, ce principe de réalité. Alors, ou bien on arrivait à cette époque, j'imagine, comme des juristes purs et durs, et on allait dire justice pénale pure et dure, il faut les envoyer en prison, voilà, je ne connais que ça, moi juriste. Et non, ils ont inventé un mécanisme nouveau pour assurer la paix, principe de réalité, reposant quelque part sur l'idée de, pas d'oubli, mais en tout cas de pardon, de réconciliation, et ils ont inventé ce mécanisme, commission, vérité et réconciliation. Alors, ces objets nouveaux qui apparaissent, je crois que nous, les juristes, nous devons essayer
de les comprendre, de les analyser, de les intégrer, et on doit se demander, alors il faut les théoriser, ça c'est le travail des grands juristes que vous êtes, que je ne mets pas dedans, mais c'est vrai que on a ici quand même des éléments très très originaux. Effectivement, la place de la société civile qui est mentionnée dans l'accord. On a un mécanisme un peu institutionnel, un accord sans fin, un accord qui met en place des mécanismes de négociation, de gouvernance, de discussion, tournés vers l'avenir avec des rendez-vous. Il y a quelque chose de l'ordre de l'institution au sens de Maurice Soriou, c'est-à-dire qu'on se donne un objectif, on sait qu'on va aller vers ce cap, on crée des mécanismes, et puis on prend le bateau et on verra bien où il nous mène. Mais finalement, peut-être que ça vole. Et je m'arrêterai là-dessus, et merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes.